Le 16h avec le chiffre qui inquiète révélé ce week-end par le journal du dimanche, le calendrier de tous les dangers. D'ici 2 ans, 60% des djihadistes condamnés en France devraient ressortir, seraient libérables de prison. On en parle ce soir avec Driss Ait Youssef. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit et spécialiste de la sécurité globale. Pierre-Olivier Sur, maître Pierre-Olivier Sur, avocat et ancien bâtonnier de Paris. Merci d'être avec nous. Et puis Frédéric Delpech du service politique et William Molinier du service police-justice. William, on le disait, ça paraît être un chiffre absolument incroyable. Franchement, dans les 2 ans, pourquoi est-ce qu'ils vont ressortir ? Alors c'est un chiffre, c'est une projection en fait du Centre d'analyse du terrorisme qui se base sur 126 revenants qui ont déjà été jugés donc, par le tribunal correctionnel de Paris. En moyenne, si vous voulez, les condamnations sont de 6 ans de prison. Elles peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Et d'ici 2020, eh bien, 60% de ces condamnés seront libérables, ce qui concerne environ, sur une fourchette, de 70 à 80 sortants. Alors, comment les suivre à la sortie de la prison une fois qu'ils sont jugés, une fois qu'ils sont libérés. À la sortie de prison, la justice émet une fiche et informe les services de renseignement que telle ou telle personne est sortie. Et là, eh bien, à charge au service de renseignement, soit au renseignement territorial pour le bas du spectre, soit à la DGSI pour le haut du spectre, de les suivre. Mais évidemment, c'est très compliqué parce qu'il faut environ une vingtaine d'agents pour suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un individu. Et donc, ils se retrouvent dans la nature, on ne peut rien faire d'autre, quoi. Pas de bracelet électronique, rien. Ils ont fait leur peine. Ils ont fait leur peine, ils sont libérés, ils ont fait leur peine. Et donc, bien, c'est aussi c'est un nouveau, c'est une deuxième chance. Exactement. Driss Ait Youssef, ça vous inquiète, ça ? Ça nous inquiète forcément, puisque ce sont des individus qui, si n'ont pas fait le travail qu'il fallait en prison et si l'administration pénitentiaire n'a pas fait son travail de préparation à la réinsertion, ce sont évidemment des individus qui pourraient poser un problème grave pour l'ordre et la sécurité publique. Donc, et combien même on arrivera à mobiliser des effectifs de police qui sont déjà très mobilisés, il faut quand même rappeler qu'il y a 17 000 fichiers S, donc des individus pour lesquels aujourd'hui... 12 000 personnes en voie de radicalisation ou pas. 12 000 personnes radicalisées. Ça paraît gigantesque. Ça paraît gigantesque, et dans ces 12 000, on en a 4 000, 5 000 qui posent un vrai problème pour l'ordre de la sécurité publique. Donc en plus, il va falloir suivre ça pour les services, c'est quasi mission impossible. C'est une mission, on ne va pas dire qu'elle est impossible, mais aujourd'hui, il faut aussi rappeler qu'il y a aussi des moyens technologiques mis à la disposition des services de police qui permettent de... Sauf que là, on va rajouter effectivement des individus qui ont été condamnés. Donc parmi les plus dangereux. Exactement. Donc parce qu'ils ont participé effectivement, ils sont rendus dans un théâtre d'opération terroriste extérieure en Syrie ou en Irak et qui pourraient présenter un sérieux problème pour l'ordre de la sécurité publique. Donc c'est vrai que ça présente un risque. Oui, Pierre-Olivier Sur, ça vous inquiète aussi, cette affaire, où vous dites, bah oui, mais c'est le déroulement de la justice, c'est normal, tout individu qui a fait sa peine, il y a un début, il y a une fin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de constater que la plupart des terroristes qui ont sévi sur notre territoire depuis quelques années, depuis l'affaire Mera, la plupart sont passés par la case prison. En particulier Kouachi Koulibaly. Donc c'est des gens qui sont allés en prison, qui sont sortis et qui ont commis le pire. Et ce que je constate, c'est que la ministre de la Justice, avec beaucoup de courage, hier s'est exprimée, elle a dit, pour moi, la détention, la prison, c'est un incubateur de délinquance ou même d'islamisme. Mais et ça, elle a raison. Elle a raison. On le sait, ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut prendre en charge le destin de ces gens qui sont en prison. On n'en a pas tellement que ça. Vous disiez des chiffres effectivement très importants, les fichiers S, etc. Dans nos prisons en France, on a grosso modo 500 qui ont été condamnés pour des faits d'islamisme et on a grosso modo 1000 qui sont détectés comme étant en voie ou étant islamisés. Eh bien, ces gens-là, il faut les tracer. Il faut les suivre. Et il faut que le poste pénal indique. Mais non, aujourd'hui, une collaboratrice commise d'office dans des affaires de terrorisme me disait, en tant que déradicalisation, comme programme de déradicalisation, on donne à mon client des kits de magie. On leur fait faire des tours de magie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les suivre. On ne sait pas comment leur parler. Et on voit dans la presse, que je ne sais quel psy qui était spécialisé dans la déradicalisation, eh bien, est condamné pour abus de confiance
parce que c'était une personne qui vendait un espoir chimérique de retour à la normale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Le problème, c'est pas la prison. Le problème, c'est comment les prendre en prison et leur faire aborder le bon virage. Voyez. Et les suivre à la sortie. Et les suivre à la sortie, évidemment. Ouais. Kouchik, Koulibaly, on a suspendu les écoutes téléphoniques les concernant au moment où moi, bâtonnier de Paris, on m'a mis sur écoute téléphonique pour des histoires Sarkozy-Herzog. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de perdre complètement les repères. Ces gens-là, il faut les suivre, il faut les détecter et il ne faut jamais en perdre la trace. On dit qu'il y en a beaucoup, moi je dis qu'il n'y en a pas tant que ça. 500 condamnés et 1000 radicalisés dans nos prisons. 1000 personnes, ça doit pouvoir se tracer. 1500, ça se suit alors, ça. Ça se suit, mais ça demande évidemment beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, déjà pour les suivre, mais aussi pour analyser toutes les données, pour les croiser. Les écoutes téléphoniques, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes qui écoutent physiquement, qui les retranscrivent, qui les exploitent, et donc évidemment, ça demande beaucoup de ressources. Il y a aussi un élément supplémentaire. Donc il y a aussi, on sait qu'il y a environ 473 dossiers en cours. On sait qu'on a aujourd'hui 810 personnes qui sont recherchées. La plupart d'entre eux sont encore en Syrie, en Irak ou ailleurs. Donc ce sont autant ou morts pour un certain nombre d'entre eux. Donc ce sont autant d'individus effectivement qu'il convient de surveiller avec beaucoup d'attention parce que c'est ceux-là même qui pourraient effectivement passer à l'acte. Le risque zéro n'existait pas. Je rappelle que dans les prisons, il y a ce qu'on appelle un QER qui a été mis en place tout récemment depuis 1 an. C'est des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Donc ça permet à un moment donné d'évaluer le degré de radicalisation d'un individu et de construire un parcours. Mais le problème, c'est le travail que vous allez faire avec ces individus. Il faut simplement rappeler que le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de on a l'impression probation, d'être dans de la pédagogie, etc. Oui. Pour beaucoup de gens qui doivent en avoir rien à fiche, non ? Oui, mais vous avez raison, mais dans le même temps, quel est l'objectif de la prison ? C'est-à-dire que si on considère que la prison, c'est juste un lieu où on doit enfermer un individu, alors on se trompe. La prison, c'est effectivement un lieu où on doit enfermer un individu parce qu'il a commis un crime ou un délit et qu'il est en prison pour le réparer, et il faut l'aider à préparer sa réinsertion. Et c'est vrai que force est de constater que ce problème de la radicalisation, on le connaît pas très bien. C'est la raison pour laquelle on a des initiatives qui ont échoué. Donc, ce qui ne veut pas dire que dans quelques temps, on arrivera peut-être à quelque chose, mais il faut essayer. Après, à côté de ça, pour terminer, parce que je pense que c'est prudent, dans le doute, il nous faut... On parle de la rétention de sûreté. C'est vrai que ce n'est pas une peine, mais c'est une mesure destinée à garder un individu, pas forcément en prison, mais dans un autre lieu, le temps strictement nécessaire. Ça peut être une période déterminée, le temps que cet individu peut-être cesse d'être radicalisé. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ces individus ne peuvent pas ça ouvre un débat politique parce qu'on sait très bien qu'actuellement, il y a un certain nombre de responsables politiques, notamment à droite, comme Éric Ciotti, qui proposent, concernant les personnes qui auraient terminé de purger une peine pour retour donc de théâtre d'opération, des mesures de rétention administrative. Mais enfin, on est dans un état de droit, s'ils ont purgé leur peine. Qui sont inconstitutionnelles aujourd'hui. Donc ça supposerait de changer la Constitution. Et effectivement, il y a un débat politique qui va sans doute se nourrir, probablement dans les mois qui viennent, lorsque viendront les premières remises en liberté de ces personnes qui ont été condamnées, à savoir, est-ce qu'il faut revoir, notamment par le biais d'un changement constitutionnel, des possibilités de créer des mesures de rétention administrative, alors soit pour des personnes qui ont terminé de purger leur peine, ou alors pour d'autres qui pourraient menacer ou en tout cas présenter des risques de passage à l'acte, par exemple. C'est aussi un débat en amont ou en aval. Si on va jusqu'au bout du droit aujourd'hui, ces gens-là ressortent, et même si on dit qu'on est persuadé qu'ils vont tenter quelque chose, on ne peut rien faire ? Oui, mais ils ressortent sous contrôle judiciaire. Soit vous effectuez votre peine jusqu'au dernier jour de la peine, soit vous sortez un peu plus tôt et vous sortez sous condition de l'amendement. Et c'est pendant cette période conditionnelle, sous le contrôle d'un juge et d'un certain nombre de personnels qui s'assurent du suivi de la personne, qu'on peut évaluer ce contrôle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler cette sortie un peu prématurée, mais meilleure parce qu'elle est accompagnée, plutôt que la sortie sèche, les laisser seuls dans la bout de la nature. peine, et les laisser, évidemment. Alors, que deviennent également ceux qui veulent rentrer, c'est ce qu'on appelle les revenants, et puis les combattants qui, eux, sont restés sur place en Irak, en Syrie. Alors, ils y sont plus, on va voir où ils sont. Mais ces revenants qui veulent s'amender, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Regardez d'abord ce sujet de Lise Romoudoul, qui en a rencontré un. C'est assez éclairant. La rencontre va se faire quelque part au Kurdistan syrien, sur une base militaire des forces kurdes.
Depuis 5 mois, ses forces ont capturé des djihadistes français à Raqqa. Hossein Bogoutov est l'un d'entre eux. Il était professeur de langue au chômage en région parisienne. En 2015, il rejoint l'État islamique à Raqqa. Il accepte aujourd'hui de nous parler à visage découvert. Il avait une place importante au sein de l'administration de Daesh. On m'a confié le bureau de mariage. Les sœurs qui ont perdu leur mari, on les met dans un endroit spécifique qu'on appelle Madafa. Et là, on leur propose des mariages. Est-ce que vous avez suivi un entraînement au combat? Non. On était 4 vieux. On était de côté. On regardait les jeunes faire. Et nous, notre mission, c'est de noter, c'est tout. Noter, par exemple, tel jeune, tel jeune. Les combattants, ils ont ce qu'on appelle un émir. L'émir n'est pas forcément français. Dans la charia, vous saviez que l'État islamique faisait régner une charia très stricte, Oui. décapiter, exécuter les habitants. Ça ne vous gênait pas? Non, pas du tout les habitants. Tout le monde. C'est des gens qui ont commis certains délits. Délits qui sont contraires à la charia. Aujourd'hui, cet homme dit qu'il n'approuvait pas cette loi islamique, mais qu'il était contraint de l'accepter. Vous vous faites passer pour une victime aujourd'hui, c'est un peu facile? Non, non, c'est vous qui pensez comme ça. Moi, je ne dis pas que je suis victime. Je suis venu de mon propre gré. Sauf que j'ai rencontré des choses contraires. Pourtant, l'État islamique se glorifiait d'avoir tué des Français lors des attentats en France. Quand on dit l'État islamique, des gens de l'État islamique, les émirs de l'État islamique. Avez-vous commis une faute? Ah oui, Laquelle? d'être venu ici. Je regrette vraiment. Ce que j'espère, c'est de revenir. Vous voulez revenir en France? Ah oui, oui, oui. Continuer ma vie comme j'étais avant. J'étais tranquille. Cet homme a-t-il combattu à Raqqa? Il répond non, comme la plupart des détenus. Les djihadistes français capturés devraient être jugés ici, au Kurdistan syrien, où la peine de mort n'existe pas. Le gouvernement français ne semble pas très pressé pour le moment de les voir extradés. Oui, ça peut se comprendre. Saïd Youssef, lui, il dit « Mais non, mais moi, j'ai rien fait. Je veux revenir, retrouver ma petite vie comme avant. » Vous y croyez qu'à moitié? Ouais, non, mais enfin, c'est pas très sérieux, le type qui dit qui est parti là-bas en vacances et qui pensait qu'effectivement c'était un voyage humanitaire malgré. Il regrette, hein, mais enfin bon, ça voilà, suffit pas. C'est pas tout cela n'est pas très sérieux en réalité. Et effectivement, le risque pour ces individus, comme un individu comme ça, qui pour certains d'entre eux reviennent, sont plus des déçus, ne sont pas déçus de leur comportement, mais plutôt déçus. Et ils ne sont pas dans une espèce de repentance, mais plutôt déçus de ce qui se passe là-bas, parce que l'État Déçus de islamique Daesh, en quelque sorte. Non, déçu parce que cette organisation terroriste a perdu quasiment tout son terrain. L'État islamique n'existe quasiment plus en tant qu'administration et n'exprime pas de remords lorsqu'ils reviennent. C'est la raison pour laquelle il faut aussi savoir faire la distinction entre des combattants, ceux qui ont pris part au combat, et puis des familles, femmes et enfants, qui, au regard de leur situation, font l'objet... Alors, les femmes et les enfants, c'est encore un autre problème. On a une idée, William, de combien ils sont, ces revenants? Oui, alors c'est forcément des chiffres qui ne sont pas précis, en tout cas, qui ne peuvent pas être reçus. Enfin, il faut les mettre en... Contrôlable à 100%, quoi. Pas contrôlable à 100% parce qu'on n'est pas sur place, mais les services de renseignement estiment que que depuis 2012, 700 Français seraient toujours sur place. Une grande majorité de femmes et d'enfants sont revenus. Mais voilà, si vous voulez, la problématique des combattants... Vous nous mettez là 300 Français rentrés. 302 Français et 700, rentrés. alors en Irak ou en Syrie ou ailleurs, on va en parler. Ou ailleurs, parce qu'ils sont rentrés dans une certaine forme de clandestinité et qu'ils rejoignent actuellement des zones de djihad plus traditionnelles comme l'Afghanistan ou à la frontière avec le Pakistan et... une nouvelle terre de djihad qui est très en vogue dans la propagande djihadiste en ce moment, c'est l'Asie du Sud-Est. Ah oui. Quel pays, par exemple? L'Asie du Sud-Est, qui concerne l'Indonésie et puis les Philippines aussi. Et quelque part, ça peut nous arranger, ça? Ils sont loin? Ils sont plus loin? Alors, ils sont loin, ils sont plus loin, sauf que la menace de la projection d'attentats sur notre sol n'est pas non plus totalement écartée parce qu'ils sont revenus dans une certaine forme de clandestinité et que forcément ça va être beaucoup plus difficile de les suivre et de mettre à mal des projets. D'accord que ceux qui restent et qui ne veulent pas rentrer, ils vont aller jusqu'au bout de leur idéal, entre guillemets. Oui, mais
il représente quand même une grave menace pour notre sécurité, pour la sécurité des Français, dans la simple et unique raison, pour plusieurs raisons d'ailleurs, c'est qu'en fait, quand ils sont là-bas, ce sont de potentiels recruteurs. Ils sont là-bas, donc ils recrutent, et puis ensuite, ils peuvent, comme Rachid Kassim et un certain nombre d'entre eux, peuvent téléguider des attentats depuis leur zone. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'Afrique. Y compris s'ils sont en Indonésie ou... Il y a des moyens de télécommunication qui permettent de converser avec un certain nombre d'individus qui sont radicalisés. On a parlé de 17 000 fichiers S en France, donc 12 000 pour radicalisation islamiste, et on en a 4 000 ou 5 000 qui posent un vrai problème. Donc ce sont des individus qui sont dangereux et surveillés. Donc on pourrait parfaitement effectivement... Non, mais moi je parle des combattants français ou francophones qui sont toujours... Alors là-bas, vu que Daesh a été évacué de Syrie et d'Irak, ils sont sans doute ailleurs, mais ils existent toujours. Ils existent les frères toujours. Klein, par exemple. Oui, bien sûr. Les frères Klein qui, eux, étaient vraiment stratégiques dans la propagande et la revendication des actes terroristes. On sait très bien qu'ils ont quitté Mossoul, Raqqa, pour rentrer en clandestinité, pour continuer leur activité. Non, on ne sait pas où ils sont. Ouais. C'est pour ça que ce sont des gens qui recrutent, qui appellent des fonds, qui recrutent et qui communiquent beaucoup. Que devient Daesh d'ailleurs aujourd'hui ? C'est toujours une réalité, Daesh, ou pas ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Daesh n'est plus un État terroriste. On est rentré vraiment dans État une entre période... guillemets. Oui, était entre guillemets, parce que ça n'a jamais été un État reconnu. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est une organisation terroriste qui rentre en clandestinité, qui ne lève plus d'impôts, qui n'a plus de contrôle de la population, et donc qui va rentrer. Mais qui a encore un organigramme oui, bien sûr. Cette organisation, en fait, on sous-estime finalement l'éclatement de Daesh et le fait qu'elle ait perdu du terrain parce qu'elle voulait concentrer en Syrie ou en Irak un État. Parce que beaucoup veulent nous faire croire que c'est fini. Non, ce n'est pas vrai. William l'a dit très justement, ils sont en Asie, en Afghanistan. En Afghanistan, l'État islamique est plutôt une terre d'Al-Qaïda. L'État islamique a revendiqué il y a quelque temps l'attentat. Ils sont au Yémen, ils sont aussi au Maghreb. Je rappelle que l'État islamique s'implante en Libye, en Tunisie et un peu en Algérie. Donc cette organisation terroriste, effectivement, revient à un niveau qui est semblable à celui d'Al-Qaïda, avec sa force de frappe en matière de communication et aussi les moyens financiers dont disposait cette organisation terroriste et qui a été disséminée un petit peu partout dans le monde. Donc cette organisation terroriste reste extrêmement dangereuse. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui reviennent, maître Pierre-Olivier Sûr ? Ils sont jugés systématiquement ? Oui, alors d'abord, il faut établir des preuves, un dossier. Et c'est pas toujours simple de savoir ce qui s'est passé là-bas. Alors vous avez des infractions très précises, l'assassinat, le meurtre. Vous avez des infractions plus générales, plus larges, un peu ramasse-miettes, comme on dit chez nous, quand on est en défense, l'association de malfaiteurs. Et puis vous en avez une autre qui est moins utilisée, mais qui pourrait l'être vraiment, c'est l'intelligence avec l'ennemi. En tout cas, on a un arsenal juridique et procédural qui est possible et qui doit être employé. Mais j'ai l'impression que la politique pénale du moment, c'est de préférer qu'il soit jugé là-bas. Oui, on et va y qu'il ne revenir revienne pas, évidemment. Ouais. Écoutez, tout cas, si on regarde, parce que là, William nous citait tout à l'heure les chiffres de retour, 302 adultes qui sont revenus donc, de la zone irako-syrienne. D'après Gérard Collomb, quand on détaille, il n'y en a que 130 qui ont été écroués, 39 qui ont bénéficié d'un contrôle judiciaire et 70 qui sont suivis. Donc on voit que déjà, tout le monde n'est pas systématiquement jugé et n'est pas systématiquement écroué. Donc il y a un peu du traitement au cas par cas. Il y en a qui passent dans les mailles du filet. Même si c'est un mot qui ne plaît pas forcément à la justice, il y a un traitement, ça c'est le gouvernement qui a donné un certain nombre de consignes, il y a un traitement qui est fait au cas par cas concernant donc ces retours. Il faut vraiment juger de la dangerosité, effectivement des preuves éventuelles des actes commis, et en fonction de ça, soit les incarcérer, soit les suivre avec les moyens dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un traitement assez compliqué. Ouais. Mais c'est bien de faire ce cas par cas, de personnaliser les poursuites et de ne pas violer la présomption d'innocence. Peut-être que parmi eux, il y en a quelques-uns, effectivement, à qui on ne peut rien reprocher. C'est à l'honneur de notre justice d'être très stricte, très dure, mais très juste. Ouais. Et on ne peut pas poursuivre des gens contre lesquels on n'a pas de charge. Écoutez, Georges Fenech, l'ancien magistrat, ancien député, qui lui s'intéresse au sort des femmes et des enfants aussi.
qu'il est hors de question pour un pays, un état de droit attaché à des valeurs universelles comme la France, d'abandonner des enfants qui sont français et qui ont été victimes d'un endoctrinement, d'un enrôlement, quels que soient les actes qu'ils ont pu commettre. Ils n'ont pas de responsabilité pénale, notamment les moins de 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Il y a les moins de 15 ans et les moins de 13 ans. Donc, y compris les moins de 15 ans font l'objet d'une judiciarisation. Et puis après, il y a effectivement le degré d'endoctrinement des enfants et du rôle de la mère. Ceux qu'on peut récupérer et les autres moins ? Ceux qu'on peut récupérer, mais comme on ne connaît pas très bien effectivement la radicalisation, c'est difficile. Mais tout dépend également du rôle de la mère. Est-ce que la mère souhaite s'inscrire dans un processus de déradicalisation pour elle comme pour ses enfants ? Et dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Ou alors si elle est fermée, et là, on va avoir beaucoup de mal à déradicaliser des enfants, mais ça reste un vrai sujet. Et rappelez aussi que, y compris sur la politique de rapatriement engagée par le ministère des Affaires étrangères, qui n'est pas non plus une politique active, c'est aussi de faire la sélection là-bas sur ces enfants. Est-ce qu'ils sont nés là-bas ou est-ce qu'ils sont nés en France ? Ce n'est pas la même chose. Alors, il y a Sur aussi... le cas des enfants, juste pour ajouter, ça pose un problème d'autant plus compliqué qu'il y a des tensions entre la justice d'un côté et les services de renseignement, parce que la justice est plutôt sur, en gros, un suivi à minima avec surtout un suivi psychologique des enfants, tandis que les services de renseignement veulent aller un peu plus loin et d'avoir des contrôles un peu plus fournis concernant les mineurs. Donc, c'est assez compliqué à appréhender aussi, à la fois parce qu'il y a effectivement deux logiques assez différentes entre, d'un côté, la justice et celle des services de renseignement. Et sur les combattants, maintenant, on a l'impression qu'il y a quand même une doctrine française non dite. On va écouter Emmanuel Macron et voir ce qu'en disait également Florence Parly, la ministre des Armées. Nous reconnaissons la compétence des autorités irakiennes et des tribunaux irakiens lorsque ils ont à intercepter des combattants qui peuvent être des ressortissants français. Et à ce titre, ils peuvent être jugés pour les crimes qu'ils ont commis en Irak et purger aussi leur peine en Irak. La question devra se traiter au cas par cas quand les interceptions se font dans la zone syrienne, puisque la transition politique n'est pas aujourd'hui la même. Et donc cela dépend des conditions de ces interceptions. Et écoutez ce qu'en disait également Florence Parly, la ministre des Armées. Elle est encore plus catégorique, si je puis dire. Si des djihadistes périssent dans les combats, je dirais que c'est tant mieux. Et s'ils tombent entre les mains des forces syriennes, ils dépendront de la juridiction syrienne. La parole, j'allais dire, à la défense. Pierre-Olivier Sur, tout ça n'est pas complètement hypocrite. Tout le monde sait que la justice syrienne, en ce moment, ou la justice irakienne, quand ils prennent des combattants de Daesh, ils en font quoi ? La peine de mort existe là-bas. Oui. Ce que je pense, c'est que, nous le disions tout à l'heure, la France ne se précipite pas pour demander des extraditions. Vous savez, quand on a un étranger, quand on a un Français qui est à l'étranger, qui va être jugé, on peut demander son extradition. Et le président Macron est très au fait du droit de l'extradition. Il ne le demande pas. Si, quelquefois c'est fait, et là, ça n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on préfère effectivement que la justice irakienne intervienne avec les risques que cela suppose. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est la guerre. Un jour, la guerre sera terminée. Non, mais autant dire qu'on leur applique la peine de mort. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais quand on lit effectivement la déclaration de la ministre de la Défense, on se le demande. En tout cas, ce qu'on remarque aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, on est en période de guerre. Regardez ce qui se passe en France. Les terroristes qu'on arrête en flag, mais ils sont exécutés. Ils sont exécutés sans procès. Ils sont tués. Personne ne dit rien. Il pourrait être ceinturé. Oui, celui qui a tué le curé, il aurait pu être ceinturé. Bon, la police ou eux, aujourd'hui, il y a une sorte de loi de la guerre, qui fait que, un certain nombre de choses se font et sont acceptées par le consensus général. Et c'est moi, avocat, souvent de la défense, qui suis obligé aujourd'hui de le constater, ça. On est dans un droit qui est le droit de la guerre. Un jour, la guerre sera terminée, et ce jour-là, il faudra les extrader et avoir le courage de les juger en France. D'accord avec ça ? Je peux comprendre, effectivement. Après, la réflexion que se pose un politique, c'est est-ce que nous pouvons sauver ces individus ? Est-ce que nous pouvons les sauver ?
Et la réponse, force est de constater que non. Comment vous voulez vous réinsérer? Parce que l'objectif de la prison, c'est d'emprisonner puis de préparer la réinsertion. Comment voulez-vous préparer la réinsertion d'un individu qui a commis des attentats, qui a assassiné des individus et des innocents? Toute la difficulté, je rappelle aussi qu'avec l'Irak, à ma connaissance, nous n'avons pas de convention d'entraide judiciaire avec l'Irak, ce qui rend compliqué les choses. Et puis par ailleurs, François Hollande l'a dit, donc on peut le dire sur ce plateau, il y a ce qu'on appelle les opérations homo, diligentées par les services de renseignement, les commandos français, les services secrets français. Espèce de permis de tuer ? Une espèce de permis de tuer, voilà, et qui permet de neutraliser un certain nombre d'individus pour éviter que ces individus dangereux pour notre société ne reviennent. Politiques qui savent qu'en plus l'opinion est avec eux, et que personne ne leur reprochera. Et que personne ne peut prendre le risque. Personne ne peut prendre le risque de voir ces individus revenir. Personne. Personne. Alors, il nous faut avancer un petit peu, parler de la déradicalisation. Vous dites que c'est très difficile. On a vu des centres fermés, ou même l'unique centre, je crois, fermé parce que ça ne marchait pas. Il y a une nouvelle opération qui s'appelle Rive, qui a été présentée par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Écoutez. Actuellement, il y a 14 personnes prises en charge depuis décembre 2016. C'est un dispositif qui est conçu pour prendre en charge une cinquantaine de personnes qui soit ont obtenu leur condamnation, soit sont en attente d'un jugement, qui sont toutes placées sous contrôle judiciaire et pour lesquelles donc ce suivi constitue à la fois une garantie de sécurité, mais en même temps une volonté de réinsertion. Et je crois que c'est cela qui est indispensable. William Ollier, c'est quoi Rive ? Si vous voulez, quand même l'idée au cœur de ce programme, l'idée, j'ai envie de dire, un peu nouvelle et qui vient notamment du Canada, du programme de déradicalisation au Canada, c'est justement qu'on ne parle plus de déradicalisation, mais on parle de désengagement de la violence. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne peut pas transformer à 180 degrés la mentalité d'un djihadiste, les thèses qui se forgent on ne peut pas faire l'ardoise magique. Voilà. Ouais. Mais en revanche, on peut le désengager de la violence, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne passe pas à l'acte, qu'il ne prenne pas les armes pour aller tuer. Ça, c'est dans la philosophie du dispositif quelque chose d'assez nouveau, en tout cas en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le terrain, donc la ministre l'a rappelé, 14 personnes qui sont actuellement suivies par le programme RIVE. Ça se passe en milieu ouvert, donc à travers un suivi pluridisciplinaire. C'est 14 personnes aujourd'hui, ça a vocation à avoir 50 personnes en 2018. C'est qu'un début. L'année prochaine. On voit bien que ça concerne quand même très peu de personnes, 14 personnes, 50 l'année prochaine, c'est quand même très peu au vu des 1500 personnes. Déradicalisation, c'est quasi mission impossible, on le redit ou pas ? Là, on est sur effectivement un milieu ouvert, et puis après, il y a le milieu fermé, c'est-à-dire un dispositif qui est dans la prison. On ne dit pas que... c'est pas que c'est impossible, et comme l'a dit très justement William, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de déradicalisation à 100%. On va éviter que ces individus ne passent à l'acte, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne resteront pas déradicalisés. Il faudra très certainement beaucoup de temps, et dans le même temps, c'est très consommateur en moyens humains, parce que là, on parle des centres ouverts, les centres fermés, ce qu'on appelle les QER. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans les prisons, il y a 70 personnes environ qui sont placées en isolement, et que pour avoir une surveillance d'un quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est entre 25 et 30 personnes, là où aujourd'hui, le budget 2008 du ministère de la Justice, c'est la création d'environ 700 personnes, 700 équivalents temps plein en tout. Et vous avez dans les 750, dans les 730, vous avez environ 150 personnes des conseillers d'insertion et de probation. Vous avez 35 personnes pour le service de renseignement pénitentiaire. Donc finalement, ça vous laisse très peu de place. On n'aura pas assez de monde. Écoutez, c'est très peu de personnes, 17, moins de 20. Mais c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'on peut effectivement laisser en milieu ouvert, c'est-à-dire en liberté, des personnes qui sont hyper dangereuses sur le papier. Mais ça nécessite quoi? Comme vous le disiez à l'instant, des moyens humains énormes. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher que de les mettre en prison. Ouais. Beaucoup plus cher. Je n'ai pas les chiffres, mais peut-être 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Ils sont constamment suivis. Ils sont constamment suivis toute la journée. Et ils ont un programme pour les prendre en main, pour les amender. Vous savez, dans les fonctions de la peine, il y a l'amendement, c'est-à-dire les remettre dans le droit chemin. Et si on y arrive
en milieu ouvert et en liberté, moi je dis bravo. Ouais, et je pense que la France sera d'accord. Hein. Tant mieux. Alors, où en est maintenant l'état de la menace, alors que Daesh est chassé de ses terres traditionnelles, à la fois la Syrie et l'Irak? William, est-ce que, question simple, on pourrait encore avoir sur le sol français un type d'attentat type 13 novembre, c'est-à-dire très étudié, très monté, avec des bases arrières, ou ça c'est complètement impossible maintenant? Non, c'est totalement possible. Il y a deux types de menaces aujourd'hui. Il y a ce scénario que vous décrivez. Et d'ailleurs, Barcelone, l'équipe, la cellule à Barcelone cet été, qui est d'ailleurs passée par Paris, le montre très bien. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup d'inquiétudes parmi les services de renseignement. C'est que ces individus-là sont rentrés en clandestinité. Ils n'utilisaient plus de téléphone portable. Ils privilégiaient le contact humain, complètement sous les radars, indécelable par les technologies modernes des services de renseignement. Et l'autre profil, c'est le profil qu'a décrit François Molins, c'est ce profil de néophyte qui, plutôt de façon isolée, c'est le terrorisme du pauvre, avec peu de moyens, qui fait des victimes, qui peut faire... C'est l'attentat de Marseille, la gare Saint-Charles, voilà, de Marseille, ou voire même de Nice en 2016. Ouais. D'accord avec ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que la menace n'est pas retombée? Non, la menace n'est pas retombée. Aujourd'hui, nous avons considérablement renforcé nos services, l'arsenal judiciaire et aussi les moyens d'interception électronique. Et on a habitué, en tout cas, on a configuré nos services pour effectivement démanteler des commandos type 13 novembre. En revanche, les individus que vient de décrire William sont effectivement des individus qui ne sont pas certes isolés, mais qui ne sont pas connus pour la plupart d'entre eux par nos services de renseignement et qui rendent d'autant plus leur détection très, très difficile. Raison pour laquelle on peut avoir une menace. La menace existe encore. Si on regarde aussi ceux qui sont emprisonnés, qui sont connus, mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette organisation terroriste fait des adeptes et pas forcément chez ses sympathisants. Mais on a quand même l'impression que ça va mieux. C'est-à-dire que moi, je passais un sujet à la mi-journée sur les touristes qui reviennent à Paris. Tous les Américains disaient « now it's safe ». Bon, il n'y a pas eu d'attentat majeur effectivement, en 2017 en France. Mais par exemple, on a vu qu'au début du mois de décembre, dans le nord de la France, ont été arrêtés 3 individus qui faisaient de la propagande sur la messagerie Telegram et qui visiblement recrutaient ou en tout cas diffusaient très largement un certain nombre de messages. Donc effectivement, il n'y a pas d'attentat de masse. Mais il y a eu quelques attentats. Il y a eu Marseille en France quand même en 2017, avec une personne qui en plus, il y a eu une polémique sur le fait que le préfet du Rhône en a fait les frais. Avait été appréhendé sans papier. Aussi qui est... Oui, voilà. Donc il n'y a pas eu le Bataclan, mais il y a eu d'autres alertes et puis il y a des arrestations régulières. Donc on le voit que c'est loin d'être terminé, bien sûr. Ne pas baisser la garde. Dernière chose, le parquet national antiterroriste. Alors, est-ce que ça va être la solution ou pas? Écoutez, la garde des Sceaux. Avec la création d'un parquet national antiterroriste, le parquet de Paris se verrait ainsi dégagé de ce contentieux lourd et spécifique. Le PNAT aurait quant à lui toute la disponibilité pour centrer son activité sur cette mission essentielle. Pierre-Olivier Sûr, est-ce que ça peut être la solution, ça? Donc une entité nationale uniquement consacrée au terrorisme? Écoutez, je crois que d'abord, il faut se féliciter de ce que fait aujourd'hui François Molins et ses services, et d'une façon plus générale, la justice et l'actuel procureur de Paris, qui est en charge du terrorisme sur la France. Bon. La réaction judiciaire au terrorisme par les juges du siège à Paris sous la présidence du président Hayat. Je crois qu'on peut considérer qu'il y a eu des postes créés, que les affaires avancent et que la réaction judiciaire au phénomène terroriste, eh bien, elle est là. Mais est-ce qu'il faut chacun aller s'en félicite. Alors, plus loin avec ce parquet national antiterroriste que pourrait prendre d'ailleurs François Molins? Oui. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, j'ai l'impression que c'est une question plus de grade, de hiérarchie, que de vraies compétences nationales, qui est déjà remplie par François Molins. Et puis, c'est une question aussi de budget et d'équipes centralisées à Paris qui bénéficieraient ainsi d'une certaine autonomie pour intervenir tous azimuts. Mais réellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si on y était déjà. William Molinier, ça existe déjà? C'est déjà fait?
Oui, ça existe déjà. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans la justice antiterroriste, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à le deuxième semestre 2018, il y a des postes qui bougent un petit peu et c'est vrai que ça, il se trame. En tout cas, voilà, il y a des sièges vacants qui sont à pourvoir, notamment parce que Claude Choquet, qui était le patron des juges antiterroristes de la Galerie Saint-Éloi, est parti à la retraite. Là, il y a un poste vacant et François Molins doit changer de poste. Vous savez, c'est le rythme normal des magistrats. Donc on lui créerait quelque chose sur mesure, en quelque sorte ? Ces détracteurs, en tout cas, disent que c'est le cas. C'est pas aussi simple, hein, parce qu'effectivement, là, c'est pas simplement une question de personne qui on va mettre à la tête de ce nouveau parquet. Il y a aussi, le débat va se poser, et a commencé d'ailleurs sur le périmètre, hein, parce que certains initiateurs du projet souhaiteraient, par exemple, qu'en plus de la lutte contre le terrorisme, on puisse y adjoindre, par exemple, la lutte contre une partie de ce qu'on appelle la criminalité organisée, parce qu'on a vu qu'il y avait des liens, bien évidemment, notamment pour le financement entre criminalité organisée, entre mafia, pour simplifier, et terrorisme. Donc, quel est le périmètre exact de ce nouveau parquet ? Combien de personnes, effectivement, est-ce que ce seront je crois que c'est 13 ou 14 juges aujourd'hui, 13 qui vont le rejoindre, ou est-ce qu'il y aura un peu plus d'effectifs ? Il y a encore des questions qui ne sont pas complètement élucidées, et donc ça va être l'objet des premiers mois en 2018, puisque normalement, ça doit se créer pour la fin de l'année 2018. Driss Saïd Youssef, il faut le faire ou pas ? Ah oui, rien que ça, on a compris. Il y a, c'est vrai, 473 dossiers, enquêtes qui sont en cours, enquêtes préliminaires ou informations judiciaires qui doivent être traitées. Il faut faire le distinguo entre ce qui relève du terrorisme et ce qui relève du droit commun, ce qui n'est pas toujours évident quand on a un attentat. Et puis surtout, c'est pas forcément la solution. Mais pour vous, c'est un machin inutile, un échelon de plus ? Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est comment on arrive durablement à travailler cette jeunesse qui commet des attentats depuis maintenant des années. Il est là le sujet, c'est là où nous devons concentrer les efforts. C'est un parquet, oui, mais... Et le sujet aussi, faire en sorte que ça n'arrive pas, mais là c'est un autre débat. Enfin, c'est celui-là aussi, c'est là le vrai débat plus compliqué. C'est là, il faut l'avoir. Et le sujet aussi, c'est de ne pas changer une équipe qui gagne. Le combat judiciaire contre le terrorisme, on est en train de le gagner. Et si c'est la raison pour pouvoir maintenir François Molins à la tête du dispositif, alors je crois que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup, merci d'être venu en parler sur LCI. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal sur la chaîne Info.